Et on arrive, mais quasiment à l'heure, merci pour le timing, à notre table ronde. Alors j'aimerais bien que toutes les personnes qui sont prévues dans cette table ronde viennent avec moi. On va mettre aussi des chaises devant, on aura des chaises derrière. Et je leur demanderai de se présenter. Catherine, tu viens ? Donc on va donner la parole à notre collègue, le professeur Serge Rohr, pour qu'il lance les débats. Serge, si tu veux. Alors, si tu permets, j'aurais bien aimé que notre jury ou nos dames qui vont répondre aux questions se présentent. Bien sûr. Voilà. Bonjour, je suis Catherine Arvieux, donc on a parlé un peu de moi dans les topos d'avant, donc à la fois femme, chirurgien, mère également. J'ai toujours beaucoup de questions des jeunes femmes chirurgiens qui me demandent comment c'est possible, etc., etc. Et puis réserviste militaire, donc j'ai eu plusieurs vies et donc je suis là pour répondre à vos questions par rapport à ce parcours. Merci d'être là en tout cas. Catherine Usan. Fidèle à la profession, gynécologue obstétricien, elle est dans tous les CNU, etc. Elle n'a pas eu de difficulté à être chef de service, membre du CNU, etc. Bravo pour ta carrière et si tu veux te présenter en 2 minutes. Merci beaucoup Carole. J'ai envie de dire, pour rajouter une ligne à ce que tu dis, moi je suis chef de service à la Pitié-Salpêtrière, mais surtout j'ai envie de dire, moi j'ai vraiment l'impression d'être la génération après, parce que ma mère est PUPH, chef de service, donc pour moi c'est pas une difficulté, c'est une évidence, et je suis très contente que pour mes filles ça paraisse des discussions qui n'ont pas forcément beaucoup de sens de faire cette différence-là, donc j'étais très contente d'entendre aussi beaucoup de témoignages positifs et que quand on parle de difficultés, on arrive à beaucoup les conjuguer au passé. Il ne faut pas oublier que son papa est également doyen de la faculté de médecine. J'allais dire, son papa nous a aidés à tous. Serge Usan, et c'est grâce qui était mon doyen. Et donc voilà. C'est grâce à Serge qu'on est à nos postes actuellement. Merci à ton papa. Alors moi je suis Hélène Sussman. J'ai eu une vie un petit peu chaotique parce que j'ai commencé comme ingénieur chimiste, donc j'ai d'abord fait des études scientifiques et je peux vous dire qu'à mon époque, parce que je pense que je suis la plus ancienne d'entre vous, entrer en carrière scientifique était une exception. Quand j'ai passé les concours aux grandes écoles, les femmes n'avaient droit qu'à 3 écoles, chimie de Paris, physique-chimie et Supélec. Donc, ni centrale, ni polytechnique, absolument rien de tout ça. Et je me suis rendu compte que la chimie n'était pas vraiment ce qui me plaisait le plus, mais j'avais toujours en arrière-pensée la médecine. Et donc, j'ai recommencé une deuxième carrière d'étudiante en tant que médecin. Et donc, je suis médecin vasculaire depuis maintenant un certain nombre d'années. Et j'ai travaillé pendant très longtemps avec tous les chirurgiens vasculaires de l'hôpital Henri Mondor. Voilà. Je me permettrai de rajouter un petit partie de sa vie, qui est celle d'être une spécialiste de la médecine de l'impuissance masculine, qu'elle partage avec notre ami académicien également, Ronald Virac, devant nous. Voilà. Merci, bravo, merci. Je m'appelle Cathy Albougadem, je suis chirurgien ophtalmologiste, donc une des spécialités où on atteint la parité, mais c'est pas toujours très facile. Donc je suis née moi aussi dans un milieu médical, puisque mon père était chef de service à la Fondation ophtalmique Rothschild, et je suis allée le voir opérer quand j'avais 10 ans, et depuis l'âge de 10 ans, je veux faire chirurgien ophtalmo. Et j'ai été au 15-20, donc praticien hospitalier au 15-20. Et puis j'ai fondé le premier centre chirurgical privé de chirurgie réfractive avec des collègues ophtalmo, et j'étais la seule femme. Et ça s'appelle la clinique de la vision. Et cette année, j'ai fondé avec d'autres ophtalmologistes femmes la société féminine d'ophtalmologie qui s'appelle la SOFAM. Et je peux vous dire que c'était pas si facile que ça, parce que contrairement à ce que je pensais, en fait, notre but c'était de faire parler les femmes sur les podiums, puisque, comme vous l'avez dit, on a une spécialité féminine, puisqu'on est plus de 50% de femmes, on est 52% de femmes en ophtalmologie, on a à peu près 15% sur les podiums.
Et on voulait aussi, effectivement, qu'elles puissent avoir des postes à responsabilité. Mais notre but surtout, c'était de pousser les jeunes. On a fait un congrès la semaine dernière qui s'est merveilleusement bien passé, avec des communications où on avait un junior et un senior. Et on avait inversé la proportion, puisqu'on avait 10% d'hommes pour à peu près 90% de femmes dans les congrès. Mais c'était un congrès mixte. Mais je parlais de la difficulté parce qu'on a encore des réflexions tout à fait misogynes qu'on a eues sur les listes, dont un homme qui a envoyé ce message en disant que c'était une association féministe à surveiller. Donc ça laisse penser quand même qu'on a encore du travail. Le combat n'est pas fini. Non, le combat n'est pas fini. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Arlette Colchen-Personne, j'étais pneumologue, mais dans un service de chirurgie thoracique où j'ai travaillé pendant 40 ans, où je m'occupais des patients avant et après la chirurgie. Et puis petit à petit, l'endoscopie interventionnelle est arrivée avec l'arrivée du laser. Et comme je n'avais pas complètement deux mains gauches, j'ai pris en charge cette spécialité, si j'ose dire, non seulement dans le service à Foch, mais au niveau de français et international, puisque j'allais faire des cours à Los Angeles sur l'utilisation d'un laser en endoscopie trachéobronchique. C'est-à-dire que j'avais pour tâche, je le caricaturais en disant que j'étais un peu mademoiselle Desktop, c'est-à-dire que je débouchais la trachée et les bronches, et souvent en grande urgence, avec des gens qui arrivaient au bord de l'asphyxie, dont certains, on n'a même pas eu besoin de les endormir avant de faire notre intervention, parce qu'ils étaient déjà en coma. Mais ils se réveillaient, je vous rassure. Là, la féminisation, pour moi, ça n'a posé strictement aucun problème. J'étais dans un service où on m'a accepté d'emblée, parce que je pense que je faisais les choses au moins aussi bien qu'un garçon, et quelquefois plutôt un peu mieux. Et j'ai eu beaucoup d'élèves, beaucoup, dans tout, beaucoup de Parisiens, beaucoup de provinciaux, beaucoup d'étrangers, et qui n'ont jamais fait de réflexion sur le fait que j'étais une femme. Moi, ça me paraissait tout à fait normal de faire ce que je faisais, et ça ne m'a jamais posé le moindre problème. J'espère que pour vous, ce sera pareil. Juste un mot. Notre collègue Arlette est membre de l'Académie de chirurgie. Et elle est parmi de nombreux collègues, de plus en plus nombreux, qui ne sont pas chirurgiens au sens classique du terme, mais des médecins interventionnels, comme Madame Peretta, comme bien d'autres. Et donc, c'est une raison pour laquelle l'Académie réfléchit à faire évoluer son intitulé, qui n'est pas encore complètement officiel, mais ça va l'être, comme Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes, afin qu'on puisse de plus en plus intégrer tous ceux qui opèrent d'une certaine manière ou d'une autre nos patients. Et donc c'est une évolution importante du fonctionnement de l'Académie qui est en cours et qui sera accentuée, je pense, avec une féminisation de plus en plus importante. Charlotte Wess. Charlotte est archi efficace dans le domaine de la gynéco-obstétrique et surtout maintenant dans le domaine de la scénologie. C'est une chirurgienne hors pair, elle fait de la carcino, elle fait aussi de la plastique. C'est une fille qui travaille énormément, qui travaille dans le groupe sein du collège. Et grâce à elle, grâce à Catherine, on arrive à faire des recommandations et à publier pas mal de choses. Je suis très honorée qu'elle vienne. Elle vient de Toulouse. Elle a pris un avion pour nous voir. Merci Charlotte d'être parmi nous. Merci beaucoup Carole. Merci Monsieur Benamou de m'avoir invitée. C'est toujours un honneur de venir. Donc, Carole l'a rappelé brièvement. Donc, moi, je suis PUPH à Toulouse, au CHU, spécialisée dans le cancer du sein, la reconstruction mammaire. Je suis responsable du service à l'Oncopole et je co-coordonne aussi la fédération de cancérologie qui a été créée en décembre 2020. C'est une fédération récente qui regroupe 14 pôles, à la fois médicaux et chirurgicaux, et qui a comme objectif de pousser l'excellence de la cancérologie sur les différentes thématiques médicales et chirurgicales. Je fais partie aussi d'un groupe de réflexion qui a été créé en 2018 avec la directrice générale adjointe du CHU sur gouvernance et parité, c'est-à-dire promouvoir le rôle des femmes au sein du CHU et comment les aider en fait, dans leur carrière hospitalo-universitaire. Je dirais que la mienne n'a pas été les plus faciles.
Je suis rentrée de mobilité. Alors moi, c'est un métier. Ouh là là, c'est un métier. Peut-être on va changer de micro. C'est un métier passion, la médecine. La chirurgie, ça a été au fil des stages. Et je suis rentrée de mobilité. J'avais 36 ans. Et puis mon patron m'a dit gentiment, bah, écoute, maintenant que tu es revenue, je pars. Pour aller dans le privé. Et donc je me suis retrouvée toute seule avec la responsabilité du service, la responsabilité universitaire. J'étais MCU à l'époque et en fait il y a deux choix, soit aussi partir avec lui ou alors faire le choix de rester et puis essayer de remonter le service et puis aussi de pousser les jeunes parce que seul c'est pas possible non plus. Et j'ai eu la chance d'avoir la bienveillance de l'université, des doyens mais également des autres spécialités chirurgicales, et je vois monsieur Richman pour l'urologie, le viscéral, et puis mes autres collègues en gynécologie, parce que moi je suis de discipline gynécologie obstétrique, mais je suis de discipline clinique, mais de discipline universitaire au CNU de cancérologie, ce qui des fois peut avoir des petites difficultés d'être mixte, ou alors un avantage. Et donc j'ai eu la chance d'avoir cette bienveillance et de m'aider pour arriver jusqu'au bout de ce poste. Et donc notre rôle, je pense maintenant aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les femmes, et en tout cas pour celles qui le souhaitent, et notamment c'est d'autant plus vrai en chirurgie, de les aider si en effet elles souhaitent continuer leur parcours universitaire. Oui, merci beaucoup. Évidemment, chers collègues, vous êtes destinés à devenir membre de l'Académie nationale de chirurgie. On va vous y encourager fortement. Merci beaucoup. Et bravo. Bonjour à tous, je suis Marzia Lugli, je viens de l'Italie. Et pardonnez-moi pour mon français, que c'est tout à fait pas parfait. Pas tout à fait. Alors, je pense que j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des hommes chirurgiens qui ont cru en moi. Parce qu'avant moi, dans notre service, il n'y avait pas de femmes. Mais d'autre part, je dois dire qu'il était difficile parce que je suis italienne et l'Italie n'était pas très facile pour la possibilité d'avoir une parité de sexe. Et en plus, c'est la chirurgie vasculaire qui toujours, aujourd'hui, ce n'est pas une place optimale pour les femmes. Et ça m'a porté à réfléchir beaucoup. Moi, j'ai donné ma vie à la chirurgie et j'étais très contente de ça. Mais aujourd'hui, ici, les femmes qui sont ici sont toutes des modèles, parce que j'ai vu des professionnalités incroyables qui sont assises ici avec moi. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour les femmes qui sont là en bas, qui sont les petites, qu'il deviendra des chirurgiens, il faut que nous sommes des modèles. Nous avons eu de la chance et maintenant nous avons de la responsabilité. Bon. Merci. Je me permettrai juste de rajouter, Marzia Lugli est une lumière de la chirurgie vasculaire dans le monde. Dans son équipe à Modène, avec Oscar Maletti, son patron, chef de service, mais tu es maintenant chef de service aussi, hein, je crois. Donc, ensemble, ils font une innovation extraordinaire, c'est intéressé à la chirurgie de réparation des veines profondes lorsque ces veines sont atteintes de maladies thrombotiques, post-thrombotiques, qui entraînent des dégâts pour les patients qui sont vraiment très difficiles à soigner, malgré la compression, etc. Eh bien, la réparation des veines profondes est maintenant dans le champ des possibles grâce aux travaux de cette équipe italienne extraordinaire. Donc bravo et merci. Bonjour, donc moi je suis le docteur Astrid Herrero, donc je suis chirurgien digestif spécialisé en chirurgie hépatobiliaire et en transplantation hépatique, donc une spécialité qui est réputée comme difficile. J'exerce à Montpellier et je suis actuellement MCU-PH et membre du CNU, représentante des MCU-PH et de la prépa HU. Donc je pourrais vous parler de ce poste-là puisque on en a parlé et c'est vrai que dans la carrière hospitalo-universitaire, c'est une nouvelle manière d'accéder à la carrière hospitalo-universitaire pour aller jusqu'au plus haut niveau de PU-PH. Et c'est peut-être une façon de voir qui est assez intéressante et que les femmes ont amené ce statut-là de MCU-PH
en tremplin du poste de PUPH pour peut-être pouvoir prendre son temps aussi d'arriver à ce poste de responsabilité qui demande énormément de compétences, que ce soit de compétences métiers, mais de compétences de transmission et de compétences de recherche, et mettre tout là-dedans sa vie de famille. Et finalement, ce tampon, ce tremplin de MCUPH nous permet de le faire, je pense, dans une meilleure sérénité, dans une grande sérénité, que peut-être les hommes n'ont pas eu, parce qu'on les a poussés. Et voilà, donc ça c'est un côté que je voulais souligner. Avant tout ça, j'ai eu une carrière de sportive aussi, qui m'a énormément aidée dans mon parcours, notamment par rapport à la confiance en soi, on en a beaucoup parlé, et je pense que c'est fondamental. Et j'ai mis au point aussi une formation qui a été primée cette année, enfin l'année dernière, en innovation pédagogique par rapport à la formation initiale au bloc opératoire pour promouvoir la chirurgie auprès des jeunes étudiants en médecine. Et encore une fois, cette année, donc, il y avait 80% d'inscrits à cette formation initiale en 3e année. Et c'est vrai que j'ai insisté sur le fait que la femme était tout à fait capable, aussi capable, on l'a bien vu, ce n'est pas du tout un problème de compétence, la chirurgie n'est absolument pas genrée. Encore une fois, il faut le dire et rassurer les femmes, comme quoi elles peuvent tout à fait mener une carrière de chirurgien, avoir des enfants, ça pose aucun problème. Et je voudrais juste aussi dire que je suis donc mariée à un chirurgien digestif, donc on pourrait faire, qui est aussi universitaire, donc on pourrait faire une étude randomisée de 2 cas. En tout cas, rien n'est genré chez nous, à part peut-être sortir les poubelles et inscrire les enfants à l'école. Je ne vous dis pas qui a quel rôle. Donner le biberon, non. Mais en tout cas, je crois qu'aussi les jeunes hommes, en tout cas les quadras, ont évolué aussi, ont l'envie d'accompagner, d'être présents auprès de leurs enfants. Ils ont d'ailleurs maintenant le congé paternité qui s'est augmenté. Ils le revendiquent et ils le veulent. Et je pense que c'est aussi une nouvelle vision. Parce que là, on a la vision des femmes, mais aussi les hommes changent aussi. Et donc, c'est important de souligner. Bravo. Avant de donner la parole à Serge Rohr, je voudrais juste revenir sur la fin de votre intervention. C'est travailler non seulement sur les représentations des jeunes femmes, des lycéennes, des collégiennes, mais sur celles des jeunes garçons. C'est-à-dire qu'ils peuvent considérer que ces métiers sont également possibles pour vous, femmes, ou pour leurs petites copines qui vont devenir des chirurgiennes. Donc ça, c'est fondamental, c'est l'ensemble sociétal qui doit muter, c'est un problème d'acculturation générale. Et donc, on y est, mais c'est encore un travail qu'il faut faire. Vous avez la chance d'avoir un mari complètement moderne et qui est dans cet esprit de partage. Serge, à toi de continuer. Alors là, vous vous demandez qu'est-ce qui fait ce bonhomme là dans cette assemblée de femmes. Mais c'est peut-être la future parité. C'est 15% d'hommes, c'est peut-être ça. Non, enfin, blague à part. Je suis ici parce que j'avais proposé ce sujet en tant que jeune membre associé de l'Académie de chirurgie où je vous invite à participer. Et j'avais présenté ce sujet à M. Mann, qui l'a accepté, qui l'a présenté à M. Benamou et ça a été dynamisé pour être présenté à Strasbourg. J'ai également demandé que ce soit représenté en septembre, donc l'Académie de chirurgie représentera ce sujet avec une assemblée de femmes un peu moins gynéco-obstétricales. Il y aura d'autres femmes, neurochirurgiens, chirurgiens de la main, il y en aura d'autres, mais vous pouvez tous venir pour écouter et donner vos commentaires. Alors, tout ça pour vous dire, je suis chirurgien digestif, j'ai travaillé avec M. Meyer dans un service où mon patron qui est peut-être dans la salle disait toujours il faut à tout prix inclure les femmes, comme dans les écoles, il faut qu'il y ait de la mixité. Et ça, on l'a fait. La personne qui va me succéder, c'est professeur Brigand. Là aussi, du point de vue de l'institution, c'est pas aussi facile. Moi, j'ai envoyé ma lettre de démission de chef de service depuis quelque temps. J'ai toujours pas de nouvelles de monsieur le directeur général que j'ai vu ce matin. J'aurais pu l'interviewer, il attend. Je sais pas ce qu'il attend, mais moi j'ai demandé. Mais ça, peut-être ça l'arrange tout simplement. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Vous dire aussi que j'ai beaucoup apprécié vos nombreuses interventions. Il y a des trucs assez fabuleux qui sont d'ailleurs un peu opposés par moments, qui étaient intéressants. Mon rôle ici, c'est peut-être aussi de dynamiser le débat. Alors je ne sais pas comment M. Benamou veut faire.
C'est Carole, c'est la patronne, c'est elle. C'est la journée des femmes, c'est pas moi. On dit chef-feu maintenant, chef-feu. Alors, vous dire aussi encore un tout petit mot personnel concernant cette langue française qu'on a essayé de changer. Je trouve personnellement que c'est ridicule. Je pense qu'il y a des noms qui évoluent. Les médeciennes existaient du temps du Moyen-Âge. Ce sont les bonhommes qui ont masculinisé les mots. Mais ils sont comme ça. Vous avez un médecin, vous n'allez pas appeler la médecine. C'est ridicule. Certains mots, à mon sens, sont neutres. C'est comique de rajouter des E, des double F, personnellement. Voilà, c'est mon opinion. Merci Serge. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Nous sommes 3 animés, Albert Claude, Serge et moi-même, et les réponses aux questions seront faites par ces jeunes dames, ou par ces dames chirurgiens. Et toujours dire jeunes. Toujours des jeunes. Et les questions pourront venir de la salle, mais nous avons également des questions sur Internet qui nous sont arrivées. Donc on va répondre aux deux. Et je peux passer le micro à la première question. C'est un homme. Mobilisez-vous les femmes. Hein. Je voudrais d'abord toutes vous féliciter et faire une remarque, mais je crois qu'Albert Claude l'a évoqué, c'est ce que je reproche qui manque un petit peu, c'est qu'on ne s'est pas intéressé à l'avis du public et de la population. Je me tourne vers vous, parce que moi j'ai un souvenir aux urgences, je suis un petit peu maigre, je suis gringalé, j'ai fait de la danse classique. Et donc j'arrive aux urgences et il y a quelqu'un que je dois recoudre. J'étais non, 4e année d'internat. Et la personne a dit « Mais il ne va pas me recoudre, c'est pas un chirurgien, celui-là il n'a pas de poils. » Donc je voulais juste faire cette remarque, dire une chose, qu'il faut également éduquer le public. L'intervenant, c'est le professeur Richard Villet. Pardon, je ne me suis pas présenté. Alors continue. Bon, je veux bien me présenter. Enfin, je suis l'ancien président de l'Académie de chirurgie et je suis maintenant à l'Académie de médecine à réfléchir à ces problèmes sociétaux également. Et je pense qu'il y a un besoin. Et de formation chirurgien gynéco. Non, je suis chirurgien digestif. Ça, je ne sais pas, mais transféré, je suis comme Monsieur Hoff. Qui est-ce qui travaille? Voilà, je suis comme votre patron. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes les 2 services en France qui avaient de la chirurgie gynécologique sans obstétrique, de la chirurgie lourde oncologique. Non, ma réflexion, tu l'as très bien dit, Albert Claude, c'est d'éduquer également le public. Et j'aurais aimé, Carole, que tu fasses faire peut-être une petite enquête sur que pensent les patients. Il y a encore des patients qui disent « mais je veux être opéré par un homme » et d'autres qui alors, c'est pour ça que c'est très difficile et je crois qu'il faut que vous me donniez un peu votre avis. Est-ce que parmi vous, il y a eu des gens qui ont refusé éventuellement « mais non madame, vous êtes une femme, je ne veux pas vous » et inversement. C'est des sujets qu'on a dans la chirurgie lourde et j'aimerais avoir votre avis. Je pense que quand on demande aux chirurgiens de nous raconter un peu comment ça s'est passé, parce que c'est toujours quand même très difficile, c'est quand même, quand on arrive et qu'on dit je vais vous opérer, c'est quand même, en termes de position, comme de déclaration, il faut beaucoup de confiance en fait, peut-être un peu d'aveuglement aussi, dans la confiance qu'on peut avoir, et je pense que plus que par le genre, ça passe par aussi la confiance. Et je pense que quand les patientes ou les patients vont se poser des questions, c'est parce qu'ils sentent, alors on a parlé de ce complexe de se dire est-ce que je ne suis pas un imposteur? On parle beaucoup chez les femmes de dire, notamment chez les chefs d'entreprise, de dire est-ce que vous avez souffert du complexe de l'imposteur? À vous dire est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que vraiment j'ai toutes les raisons d'être là? Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure, la question, c'est pas tant une question de homme-femme, c'est la confiance qu'on va dégager. Et la confiance, elle vient de la confiance qu'on a mis en nous. Donc ça veut dire que les gens qui nous ont amenés là, nos maîtres, parce que c'est un terme qui peut faire un petit peu ancien, parce qu'on dit beaucoup plus nos maîtres que nos maîtresses, mais je pense que c'est important. Il y a vraiment un côté artisanat dans nos métiers. Donc les gens qui nous ont amenés là, les gens qui nous ont aidés, nous ont donné cette confiance, eh bien, je pense qu'ils nous permettent d'exsuder cette confiance lorsqu'il y a une patiente ou un patient en face de nous. Donc moi, si je devais répondre à la question, je dirais que le problème a plus été quand au départ je pouvais paraître jeune, heureusement je ne le parais plus du tout, et que la patiente en face pouvait s'interroger sur la confiance. Je pense que c'est vraiment une question de ce qu'on va pouvoir insuffler et que, en général, je trouve dans la population générale se pose beaucoup moins cette question et que finalement la personne en face se pose la question qui est tout à fait normale de savoir est-ce qu'il y a les compétences, est-ce qu'il y a la confiance plus que est-ce que cette personne sera capable de le faire, homme ou femme.
Mais après, il faudra qu'on laisse un petit peu de questions petites jeunes derrière. Alors, brièvement, je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. Je pense que dans toute ma carrière, bon, moi j'étais vraiment une des premières femmes chirurgiens, donc j'ai été confrontée à ça. Le maximum de difficultés que j'ai eu de ma vie, c'était quand j'étais interne et c'était avec les infirmières, on va dire, qui vraiment clairement m'ont remise en cause de principe, voilà, de façon parfois frontale, parfois par derrière. Il a vraiment fallu s'affirmer. Avec les patients, j'ai l'impression que ce que vous dites, de toute façon, il fallait une telle confiance en soi pour être une femme chirurgien que c'est plutôt le contraire, quoi. Moi, je vois mes jeunes collègues, moi-même, les patients, ils sont vraiment, oui, voilà. Et donc, clairement, après, avec les infirmières, ça a changé. Il fallait aussi, mais elles étaient tellement surprises. Et puis quelque part, c'était comme une sorte de trahison. Ça a pu être dur. Moi, j'ai été parfois vraiment blessée par des choses et que j'ai appris à analyser et que j'ai aussi beaucoup confronté à mon expérience internationale. Et là, on revient sur ce qu'a dit ma consoeur et docteur Rosset, là. C'est vraiment le fait que quand il y a un cadre, et c'est ce que j'ai vécu aux États-Unis, certaines paroles ne doivent pas être dites. On dit docteur à un docteur, on dit quand je suis partie comme interne aux États-Unis, pour moi ça a été un soulagement parce que le cadre était plus rigide. Et quand j'ai fait mes périodes militaires, pareil. Et pour une femme, c'est une protection, un cadre qui dit un médecin est un médecin, un chef est un chef, un gradé est un gradé. Et ça, c'est une protection professionnelle, je dirais, face à ses collègues, face aussi aux gens avec qui on travaille. Mais avec les patients, franchement, moi, je dirais que non. Mais je vais laisser la parole à d'autres jeunes chirurgiens. On va laisser la parole aux jeunes, dans le fond. Carole. Alors, je suis avec les jeunes. Elles n'ont pas trop envie de prendre le micro, mais elles me passent leurs questions par écrit. Alors, une des questions, mais après, elles vont parler, j'en suis sûre. Une des questions, c'est pour toi, Albert Claude. Est-ce qu'il y a déjà eu une femme présidente de l'Académie nationale de chirurgie? Et sinon, quand est-ce que ça va arriver? Alors, ce sont elles, ce rang-là. Très très bonne réflexion. Écoutez, j'y pense. Et en plus, je ne suis pas le seul décideur. Vous savez, on est élu par... C'est la compagnie qui élit les présidents. Mais c'est effectivement dans nos projets, peut-être que la personne qui a le micro dans le fond de la salle va devenir, peut-être assez rapidement, présidente de l'Académie nationale de chirurgie. C'est ce que nous souhaitons. D'ailleurs, le bureau de l'Académie, il y a une programmation, vous savez, il faut que les choses se fassent, mais je pense que dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent, elle sera présidente de l'Académie. Et j'ai une autre question de ce groupe-là, qui veut pour le moment pas prendre le micro, mais je pense qu'à la 3e, elles le prendront. Comment est-ce qu'une femme gère un échec chirurgical? Est-ce que c'est pas difficile d'avoir eu une intervention à faire, qu'elle se soit compliquée, voire plus, et en particulier, me disent-elles, quand c'est de la chirurgie pédiatrique? Ah, alors, une pédiatre qui répond. Alors, dans la salle, il y a Sabine Sarnaki, notre collègue, qui est membre de l'Académie nationale de chirurgie, et qui est chef de service à l'hôpital Necker, qui s'occupe de la chirurgie viscérale des enfants. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Comment répondre à un échec chirurgical? Est-ce que c'est différent quand on est chirurgienne ou chirurgien? Vous voulez répondre, Madame Fekete? Non. Je crois que c'est toujours la même chose. En fait, c'est pareil pour... Pardon. C'est pareil, je pense, pour un homme ou pour une femme. Je pense que... Moi, ce que je me dis quand il y a un échec, enfin, quand on a une complication péropératoire ou post-opératoire, c'est est-ce que j'ai tout fait pour prévenir ça? Voilà. Est-ce que j'ai tout fait? Si j'ai l'impression que j'ai vraiment tout fait, que j'ai bien préparé mon dossier, que j'ai bien analysé mes radios, que j'ai bien fait la stratégie chirurgicale, posé l'indication, je me dis, bon, voilà, ce sont les aléas de notre métier, sinon il ne faut pas être médecin, il ne faut pas être chirurgien. Si en revanche j'ai l'impression que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour différentes raisons, alors c'est très difficile. Et je pense que c'est pareil pour un homme ou pour une femme. Voilà. Bonjour, j'ai une question concernant le plafond de verre. Voulez-vous vous présenter parce que... Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis présidente d'une association des gens du voyage sur Strasbourg et je suis par ailleurs dans le recrutement dans mon travail professionnel.
Je me posais la question par rapport au plafond de verre. Si le plafond de verre, il n'est pas très tôt en fait, et combien parmi les femmes ici sont issues d'un milieu non médical, dont les parents n'étaient pas dans le milieu médical. Je pense que pour avoir envie, il faut connaître, et pour connaître, il faut avoir un exemple. Il faut des modèles. Je vous remercie. Non. Alors, Madame Fekete, Claire Fekete, une de nos plus brillantes chirurgiens. J'ai pas dit chienne. Non, bien sûr que non. Moi, je viens d'une famille où il n'y avait aucun médecin. Je suis pupille de la nation française. C'est vous dire que je n'avais pas de bonnes conditions. Bon, le travail de la main, care, ergon, chirurgie, c'est le travail de la main, m'a plu. Et puis voilà. Et puis, jour après jour, je n'ai jamais été martyrisé par les collègues. Bravo, merci. Merci. Nous avons une question du fond de la salle. Est-ce que tu veux bien te présenter? Ah oui, vous levez. Oui, je suis Anissé Ngaté, je suis FFI à Dreux. Donc ma question, c'est aux gynécologues et obstétriciennes dans le panel. Donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu vos maternités en salle d'accouchement avec des complications obstétricales. Merci. Alors, là, je crois qu'on a Joël peut-être qui pourra répondre. Joël. Ah non, le panel. Alors, qui répond parce que c'est une gynéco-obstétricienne. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que je fais plus d'obstétrique, mais je l'ai quand même, voilà, oui. Oui, non, bien sûr. Dans les maternités... Ah oui, bien sûr, pardon. Ah bah alors on n'a pas besoin d'être gynéco pour ça. Voilà, non, mais... Parce que du coup, donc, je m'excuse si je reviens. C'est les obstétriciennes qui, pendant leur quotidien, vivent les complications de d'autres femmes pendant qu'elles-mêmes elles sont enceintes, en fait. Je comprends. Du coup, merci beaucoup pour cette... Ouais. Alors, je vais me lever parce que sinon on ne va pas. Je vous remercie beaucoup pour cette question. Je comprends tout à fait votre demande. Pour vous donner un exemple, oui, la question de, par exemple, une collègue qui me racontait récemment avoir été de garde, enceinte et à accueillir une patiente qui arrivait avec une mort fœtale in utero. Donc ça, c'est une situation qui pourrait être finalement extrêmement fréquente. Je pense que la plupart des internes en gynéco-obstétrique vont un jour le vivre. Et je pense que ce qui est important, c'est finalement de savoir que dans nos métiers, on est avant tout à l'écoute et au service des patients et qu'on va arriver à chaque fois à ne pas mettre... Alors là, évidemment, les choses sont évidentes, mais ne pas mettre notre histoire personnelle à influer sur notre façon de soigner. Et je pense que c'est important parce que lorsque vous allez traiter une personne qui a un cancer, vous avez pu avoir des proches dans votre famille qui eux-mêmes ont eu un cancer. Donc finalement, les exemples, ils peuvent se multiplier et il faut vraiment, et je pense que c'est important, arriver à faire abstraction. Moi-même, lorsque j'ai eu personnellement une césarienne en urgence, la personne qui a été là pour faire ma césarienne, reprendre ma césarienne parce que j'ai eu des complications, c'était une de mes collègues qui elle-même était enceinte de 30 semaines. Donc, eh bien, à aucun moment, moi, dans son regard, à aucun moment, je me suis dit, elle se pose la moindre question. Elle faisait son métier comme elle le fait toujours. Donc, je pense que c'est important et ça donne un exemple du fait que on doit savoir dans notre métier, homme ou femme, savoir faire abstraction de ce qu'on est, de notre histoire, pour être en permanence au plus proche et à l'écoute de nos patients. Arlette Colchen-Persson veut répondre aussi parce que elle n'est pas psychanalyste, mais elle me parle de transfert. Oui, c'est exactement ce qui se passe quand on est avec... On a une empathie vis-à-vis de ses patients et inévitablement, de temps en temps, on prend sur notre dos, sur nos épaules, leur chagrin. Quand je travaillais dans un service de chirurgie thoracique où il y avait donc pas mal de patients qui avaient des cancers souvent assez dramatiques. J'étais à une époque où on faisait beaucoup encore de pneumonectomie pour cancer et ça ne se passait pas toujours bien. Et
il fallait à la fois être empathique vis-à-vis de leur famille, ne pas les laisser tomber en leur disant bon ben il est mort et puis voilà, mais en même temps ne pas nous-mêmes nous mettre à pleurer avec eux parce qu'on n'en sort pas. Et on ne les aide pas. Et je me suis fait dire une fois par un malade à qui je devais faire une fibroscopie après la chirurgie parce qu'il était encombré jusqu'aux oreilles, il m'a dit d'abord j'aime pas les femmes autoritaires et je veux pas de la fibroscopie. Je lui ai dit bah, écoutez, mauvaise donne, je suis une femme et je vais vous faire votre fibroscopie et c'est ni vous ni moi qui décidons, c'est votre radio. Donc je lui ai fait sa fibro, et puis comme il n'était pas complètement idiot, je lui ai dit quand j'ai fini, il dit puis en plus à la fin on dit merci docteur. Le lendemain on a recommencé, je lui ai fait sa fibro sans aucune discussion, et à la fin il m'a dit merci docteur. Excellent. Je crois que... Mais Carole continue, il y a des questions. Alors là, vous vous présentez s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle François, j'ai 14 ans et je suis élève en classe de 3e au collège Jean Sturm à Strasbourg. J'aimerais savoir quels sont les avantages de la femme par rapport à l'homme dans le métier. Les avantages de la femme par rapport à l'homme dans le métier. C'est une belle question. Hein. Ah oui, oui. C'est un sujet de philo du bac de l'année prochaine. Si on faisait travailler un peu Charlotte Vest, t'as envie de répondre? Merci pour la question. Ça pourrait être un sujet de philosophie. C'est difficile de commencer. J'évoquerai un proverbe anglais qui disait « Le chirurgien doit avoir un œil d'aigle, un cœur de lion et une main de femme ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas, pour moi, le chirurgien femme, alors déjà, j'aime pas cette appellation chirurgienne. Pour moi, chirurgien, c'est unisexe. C'est le chirurgien, c'est unisexe. On a eu ce débat hier soir avec Carole. Donc, chaque fois qu'on me demande, ou la presse, en me mettant chirurgien, je dis s'il vous plaît, corrigez, ne mettez pas de E. C'est pas que je veux pas me féminiser, c'est juste que c'est unisexe. Voilà. Et pour moi, peut-être que la femme chirurgien, c'est une main d'acier dans un gant de velours. Voilà, je dirais que des fois il y a une fermeté, mais tout en étant un peu subtile. Alors je dirais pas fourbe, mais en tout cas qui arrive à poser les choses. Et je pense que de toute façon, dans un service, il faut de tout. C'est-à-dire qu'il faut des hommes, il faut des femmes, il ne faut pas plus d'hommes ou plus de femmes. Et je pense que l'équilibre, c'est ça le mieux et le plus juste. Bon, je dirais que peut-être qu'il y a aussi un autre avantage, peut-être aussi historique. Je ne sais pas si vous avez connu beaucoup de chirurgiens d'habitude masculins qui ont l'idée d'être des dieux, vraiment des dieux, et d'avoir une personnalité très particulière qui donne au métier de chirurgienne être quelque chose en plus. Je ne sais pas si je suis bien capable de transmettre les concepts. Moi, je suis un chirurgien et pourtant je suis quelqu'un meilleur. Et je n'ai jamais écouté ça dans une femme. Pour nous, pour la femme, c'est un métier. Ce n'est pas une extension de notre personnalité. Nous sommes quelqu'un qui fait un travail, j'espère bien, et on ne met pas notre psychologie dans les rôles. Je pense que ça, c'est un avantage. Je suis tout à fait d'accord. C'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Je crois que l'avantage, justement, c'est que l'avantage que j'y vois, c'est que la femme va mettre en avant la compétence métier, la compétence aussi du terrain, c'est-à-dire être opérationnel sur le terrain et valoriser le terrain. Valoriser le terrain aujourd'hui, ça veut dire aussi de mettre en évidence que de travailler en équipe, c'est fondamental, que d'être sur le même point que l'IBOD, l'IAD, que l'équipe du bloc opératoire, il ne va pas y avoir de hiérarchie. Je crois que la question d'être Dieu ou déesse,
j'ai vu très peu de femmes le mettre en avant, le rechercher. Et c'est vrai que c'est les remarques positives d'ailleurs que j'ai souvent eues au bloc opératoire quand on était en train de faire des gestes de rescue très difficiles, je sais pas, de pontage artériel sur une rupture d'anévrisme chez un greffé. Les femmes en général font leur travail, terminent l'intervention et puis c'est terminé. C'est fait, point, on n'en parle plus. On n'est pas là dans l'égo trip, l'égocentrisme. Je ne sais pas si c'est féminin, masculin, j'en sais rien. Je voudrais pas parce que j'ai pas envie justement de rentrer dans ça c'est féminin, ça c'est masculin. Mais c'est culturel, voilà, c'est culturel et probablement que un des avantages c'est celui-là. Et l'équilibre surtout et la diversité, c'est fondamental. On va peut-être répondre aux questions de nos étudiants francophones qui ont fait du chemin pour venir nous rejoindre ici. Et c'est Michel Mouel qui a une question pour nous, il vient du Cameroun. Alors, merci professeur Matelin pour la parole qui m'est donnée. Alors, je tiens déjà à vous remercier tous les organisateurs, l'Académie nationale de chirurgie et également tous les autres partenaires qui sont venus pour nous accompagner. Alors, comme elle l'a dit, je suis le docteur Michel Mouel, je suis chirurgien oncologue. Bien qu'on l'ait dit, la chirurgie oncologique n'existe pas en France, mais je suis actuellement FFI dans le service de chirurgie de l'ICANS, où je fais beaucoup de séno, parce que je suis intéressé par les tumeurs bénignes ou malignes du sein. Alors, ma question s'adresse au président de l'Académie nationale de chirurgie, mais c'est une question d'entrée, juste pour savoir, dans les chiffres que vous avez donnés, il y a beaucoup plus d'hommes, environ 500 hommes dans l'Académie et 36 femmes environ. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, à peu près 10%, quoi. Ouais, environ 10%. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour les dames, pour pouvoir participer davantage ou bien être plus nombreuses ou bien à égale distance par rapport aux hommes dans l'Académie? La porte est ouverte à la compétence et à la volonté. Et avec la commission féminisation des métiers de la chirurgie qu'on a instauré cette année au sein de l'Académie, dirigée par Carole Matelin, il va falloir effectivement mobiliser les femmes pour qu'elles, nos collègues qui sont là, qui sont tout à fait capables de prendre de devenir académiciennes, eh bien qu'elles fassent par les canaux habituels pour devenir académicien, c'est-à-dire faire des communications au sein de nos séances de l'Académie, et puis ensuite être élues par les collègues. Et je pense qu'elles seront totalement les bienvenues et elles devraient être de plus en plus nombreuses. Il faut faire monter la parité au sein de nos instances, c'est normal. Voilà. C'est la règle de plus en plus et elle sera suivie, je pense. La question subsidiaire en fait de Michel, c'est qu'il pensait à sa patronne qui habite au Cameroun et il se demandait si elle pouvait rentrer à l'Académie française. Nous avons des membres francophones au sein de l'Académie de chirurgie. Et alors, parce que moi j'avais envie de vous poser une question à vous et à madame. Vous êtes la patronne, ça c'est formidable. Combien y a-t-il de femmes aujourd'hui au Cameroun, chirurgiens, avec des activités hospitalières ou libérales? Est-ce que vous avez des notions de ce type? Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord dire, je suis professeur Meka, je suis chirurgien scénologue, présidente de l'association camerounaise de scénologie et je suis également enseignante à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé. D'abord, je voudrais dire à toutes les présentations que j'ai écoutées depuis le matin sont vraiment très enrichissantes. Je voudrais dire à ces femmes que vous êtes exceptionnelles et que vous m'avez vraiment impressionné par la qualité de vos présentations. Merci. Donc, chez nous, nos pays jeunes par rapport à vos civilisations, il n'y a pas de notion de genre à l'entrée dans les métiers de la médecine, c'est-à-dire la formation initiale. Les difficultés commencent pendant la spécialisation, où les femmes en même temps doivent faire leur vie de femme.
Donc, si une femme est enceinte alors que pendant qu'elle est en spécialisation, elle ne peut pas se permettre le congé de maternité parce que son semestre ne sera pas validé, il n'y a pas de favoritisme. Et donc, elle est obligée de réduire son congé de maternité. Mais dans les métiers de la chirurgie, en gynécologie, nous avons environ 40% de femmes dans les métiers de la chirurgie. Si je prends mon exemple personnel dans mon hôpital, 4 chefs de service, les urgences, l'oncologie, le service d'oncologie pour lequel je suis le chef de service, l'ophtalmologie, l'anesthésie-réanimation sont dirigés par des femmes. Donc, dans notre hôpital, il y a la parité, mais c'est vrai que je n'ai pas le chiffre à l'échelle nationale. Les doyens de faculté de médecine, c'est 10% de femmes. Donc, il y a une seule femme qui est doyenne de faculté de médecine. Et au bloc opératoire, en réalité, il n'y a pas de problème de genre dans la réalisation des actes, dans la répartition du travail, mais on a un problème de même que le politique ne regarde pas au problème de genre, mais on a un problème culturel dans la société africaine où la femme doit se faire un pas en arrière à égalité de compétences, un pas en arrière, ne pas parler en premier ou alors ne pas parler à haute voix devant son confrère qui a les mêmes compétences. Mais la jeune société, la modernisation de la société fait que les hommes commencent à comprendre et commencent à intégrer le fait que les femmes puissent faire des choses au même titre que les hommes. Merci. Bravo et merci beaucoup. Carole, comme on a intitulé cette journée en France et en Europe, on a des collègues ici au premier rang, des collègues grecs qui pourraient peut-être nous dire un mot. Ouais. Juste avant, si tu veux, parce qu'on a les associations de patientes. Tout ça, oui, c'est en spontanéité. Alors, continue. Nos associations de patientes sont là et elles réclament le micro depuis un moment. Donc, je vais être obligée de passer la parole à notre président. Ça va répondre au souhait de Richard Villet d'entendre des patients et des patientes. Exact. C'est excellent. En fait, je suis plutôt impatient. Impatient. Donc, je m'appelle Gérard Rodet, je suis retraité. J'ai 28 questions. Je vais commencer par la première, qui pourrait venir des jeunes qui sont là derrière. Il y a une super série qui s'appelle Balthazar. C'est un médecin légiste. Est-ce qu'un médecin légiste est un chirurgien ? On entre dans la thanatologie, opérer des morts. Mais on a des médecins légistes. On a le président Koudane, président de l'Académie nationale de chirurgie, et puis Olivier Jardet, professeur à Amiens, qui peuvent répondre à cette question sur la médecine légale. La réponse, monsieur, je suis chirurgien orthopédiste. Avec Olivier, on est les deux seuls en France. On a passé la double agrégation, c'est-à-dire en médecine légale, droit de la santé et en chirurgie orthopédique. Donc les médecins légistes, quand ils exercent exclusivement la médecine légale, ne sont pas des chirurgiens. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans le cadre de ce qu'on appelle la bi-appartenance, on a exercé deux choses, mais c'est totalement différent. Le bloc opératoire, alors pour la médecine légale, mais les jeunes le savent probablement, la médecine légale, dans notre activité, c'est 10% c'est la médecine criminelle de la mort, c'est-à-dire les autopsies, et 90% c'est la médecine légale du vivant. Donc là, on a besoin de médecins légistes, par exemple, dans les consultations en victimologie, en particulier, puisque c'est la journée qui est consacrée aux femmes, c'est les femmes victimes de sévices, que l'on appelle de façon générique les femmes battues. Voilà. Ou des femmes viols de guerre, de plus en plus en Ukraine, au Rwanda, en RDC. Les femmes sont victimes de viols, de guerre, et donc avec le prix Nobel le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, on traitera de ce problème à nouveau à l'Académie nationale de chirurgie le 28 novembre. Si ça vous intéresse, c'est un sujet majeur. Ça doit être reconnu comme crime de guerre. Donc, je voudrais compléter simplement Henri Koudane. D'abord remercier Carole Batelin de cette réunion qui est vraiment de très bon niveau et merci beaucoup. Et puis en plus j'ai une vie un peu compliquée parce que je suis chirurgien, je suis médecin légiste, mais j'ai été élu en 1989 en tant que j'étais chef de clinique à l'époque et j'ai fait tous les mandats puisque j'ai fait député, maire, président de Comdecom, région, département. Tout ça tout seul, en homme. Et puis il y a eu
le coup de tonnerre de 2015 où on m'a imposé les binômes. Et vous savez que maintenant, on n'a pas une suppléante, on a un binôme. Et donc j'ai été assez anxieux en me disant, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Comment on va se répartir les rôles? Et bien moi je vais vous dire franchement, ça a tout transformé et dans l'intérêt de nos concitoyens et de la population. Et donc ma proposition, Albert Claude, c'est pour s'inscrire dans cette démarche, est-ce que tu ne pourrais pas proposer à la réflexion, que maintenant il y ait un binôme de président à l'Académie de chirurgie prochainement? Ah. Je serais ravi, ça me ferait très plaisir. Mais voilà, ce sera à décider ensemble. Peut-être juste avant de revenir devant pour les questions, nous avons une question qui était là. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour, merci pour la parole. Je suis docteur Eugène Muneza, chirurgie viscérale et digestive. Je viens du Rwanda et j'étais parmi l'équipe qui faisait la scénologie chez professeur Matere. Et comme on le disait, chez nous, le Rwanda, on a connu que la femme est le pierre angulaire du développement. On a plus de 30% dans les hautes autorités sur les femmes. Et pour le moment, on a commencé à pousser pour que aussi dans les études de médecine, dans les spécialisations, on a la majorité des femmes. Et on a plus de viol pour le moment. Le taux de viol est très bas, comme on le disait. On est stabilisé, pas de viol. Et ma question, je voulais l'adresser à Madame Henrivier, qui était parmi les femmes militaires. Et je voudrais demander qui vous a... Je vis que c'est un travail dur qui demande beaucoup de compassion et d'énergie. Je me demande votre motivation, qui vous a motivé pour rejoindre ce métier noble. Merci. Merci beaucoup d'être là et merci pour la question. Donc moi déjà, pour rassurer, je suis moi non plus pas du tout d'une famille ni de médecins ni de militaires d'ailleurs. J'avais une passion, enfin j'étais assez sportive et j'avais une passion pour le travail manuel en même temps. Et en fait, j'aimais beaucoup les mathématiques et puis je me suis dit je vais faire médecine parce que je me rendrais utile. Et la chirurgie est apparue comme une évidence parce que c'était à la fois pour quelqu'un de sportif, hein, je pense que ça paraissait comme ça dynamique. Et j'ai choisi ma spécialité, alors là je peux le dire vraiment en tant que femme, hein, parce que beaucoup de mes patrons étaient franchement misogynes, même certains vraiment sympas, mais vraiment misogynes. Et parmi les patrons de Grenoble, puisque j'étais à Grenoble, il y en a un qui l'était vraiment beaucoup moins que les autres. Alors j'ai compris après, sa femme était quelqu'un une chercheuse en grec ancien extrêmement connue et qui était au Collège de France, donc il avait l'habitude d'avoir des femmes qui avaient un peu un passé. Et il était, donc puis il faisait de la chirurgie digestive, donc je me suis dit, bah voilà... c'est une vraie chirurgie. J'aimais beaucoup toujours le côté manuel, tactique. J'ai hésité, l'orthopédie, mais c'était un peu moins fun et un peu moins dangereux, on va dire, que le viscéral. Et là-dedans, je suis tombée après dans la traumatologie viscérale, la chirurgie lourde. J'ai eu beaucoup de collègues militaires avec qui j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur la formation des jeunes avec les militaires. Et c'est comme ça que je me suis mise à être réserviste tardivement, en fait, après avoir fait ma carrière de PUPH. Et j'étais membre du CNU. Et j'ai beaucoup appris avec eux. J'ai beaucoup aimé les cadres. J'ai beaucoup aimé la camaraderie, j'ai beaucoup aimé qu'on pouvait à la fois être avec des équipes, quand on est dans un rôle 2, comme on dit, militaire, on est deux chirurgiens ou un chirurgien, ça dépend. Donc on a son collègue, l'orthopédiste, l'anesthésiste, l'infirmière de bloc, les deux infirmiers anesthésistes. Puis on est un petit groupe, on mange ensemble, on discute, on se raconte nos vies, on travaille ensemble, on a des coups durs, des coups de moins durs. Et c'est vrai que ça m'a aidé, moi, par rapport à mon tempérament. Je vais dire, voilà, j'ai été un peu canalisée grâce à ça, parce que je pense sinon je serais un peu partie dans tous les sens. Donc voilà, si vous voulez un parcours un peu comme ça, c'était le mien en tout cas. Et je ne l'ai pas regretté. Merci beaucoup. On approche de la fin de ce débat. On a encore une question parce qu'il faut tenir le timing. On donne la parole aux plus jeunes et ça c'est très bien de terminer. Pardon pour la Grèce, on en reparlera, mais je crois que c'est important de donner la parole à nos lycéennes, je crois. Hein,
Tu veux bien te présenter, si je peux te tutoyer, avec plaisir. Je m'appelle Mireille, j'ai 16 ans et je suis élève du lycée Jean Rostand. Et je voulais vous demander quel a été votre ressenti lors de votre première opération. C'est une excellente question. Hein. Très très bonne question. Alors c'est valable pour tous les chirurgiens, qu'ils soient hommes ou femmes. Hein. Peut-être que Carole peut peut-être répondre directement à la question, la présidente de la journée. Quel a été ton ressenti pour la première fois que tu as pris la main d'une intervention chirurgicale? Alors c'est juste on t'a donné la main. Oui, pour rassurer les plus jeunes, c'est qu'on n'arrive pas un jour à opérer tout seul. Voilà, avant, on a été externe, on a fait de l'assistanat, ensuite on est devenu interne, jeune interne, c'est les plus vieux qui opéraient, etc. Puis un beau jour, on opère tout seul, mais c'est un très long parcours, donc c'est pas brutal, on a le temps de s'y habituer. Et elles ont une ou deux questions, les petites à côté de moi. Il y a une réponse, pour répondre précisément à votre question, c'est le compagnonnage. On n'opère jamais seul, on est toujours accompagné par un plus senior qui va vous tenir la main au début, puis après vous laisse partir vous-même et vous contrôle. Et puis après, il y a l'évaluation, et bien voilà les résultats. Et donc c'est comme ça qu'on se forme progressivement. Je m'appelle Imen, j'ai 15 ans et je suis au lycée Jean Rostand et je voulais vous demander, concernant la chirurgie d'ophtalmologie, c'était quoi la chose qui vous a le plus marqué en tant que femme, comme un propos misogyne ou déplacé ou des inégalités au travail? Merci. Alors, c'est pas parce que j'ai créé la SOFAM que j'ai souffert de discrimination, puisque j'ai eu la chance de présider la société qui concerne ma spécialité, c'est-à-dire la cataracte et la chirurgie réfractive, et j'ai été vice-présidente de la SFO, et en général, dans les boards et les conseils d'administration, c'est plutôt masculin. Personnellement, moi j'ai été formée, donc mon père était ophtalmo, mais j'ai été formée au 15-20 avec Jean-Pierre, mais mon patron était une patronne. Et elle s'appelait Sylvie Limon et elle est toujours vivante. Et ça a été pour moi franchement quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui m'a tout de suite fait confiance. Elle était très sévère mais très juste et je pense que ça a été sûrement mon mentor et ça le reste encore. Et c'est vrai que c'est une spécialité. Alors c'est une spécialité, je sais pas si c'est une spécialité féminine, mais c'est vrai que quand j'ai commencé l'ophtalmo, on connaissait pas beaucoup la chirurgie ophtalmologique et on me disait tout le temps bah, tu vas faire des lunettes toute ta vie. C'est devenu une des spécialités qui est très demandée aujourd'hui parce que il y a de l'imagerie, il y a de la chirurgie, il y a de la médecine et c'est vrai que c'est une magnifique spécialité parce que on est beaucoup sous microscope et j'écoutais tout à l'heure, on disait beaucoup la chirurgie de la main est féminine et là c'est vrai que c'est des chirurgies qui sont extrêmement minutieuses qu'on fait sous microscope et voilà donc je suis un peu tombée dedans moi quand j'étais petite mais je trouve que c'est une spécialité absolument magnifique. La chirurgie ophtalmo est vraiment très minutieuse et je trouve très belle. Alors c'est considéré comme une chirurgie un petit peu à part mais voilà c'est vraiment je vous conseille si vous souhaitez. Bravo. Juste un tout petit mot pour commenter et élargir le propos de notre collègue. Toutes les parties du corps qu'on doit opérer sont nobles. Toutes les chirurgies sont nobles. Il n'y a aucun organe qui ne mérite pas la même considération. Parce que quand on est atteint quelque part, qu'on trouve la solution dans un acte opératoire, eh bien c'est le rétablissement. Et donc c'est fondamental. Donc c'est cette idée qu'il y a des spécialités plus nobles que d'autres. Je me bats contre ça depuis que je suis dans ma formation initiale. Toutes les spécialités sont nobles, il n'y a pas d'organes moins nobles que d'autres. Merci à vous tous et vous toutes pour cette très belle table ronde. Et peut-être avant de passer à la session de remise de médailles, peut-être pendant que vous reprendrez votre place, j'aurais bien aimé inviter Sandrine Candel, je ne sais pas si elle est dans la salle, je ne la vois pas. J'aurais bien aimé inviter Madame Breuner et j'aurais bien aimé inviter Monsieur Rodège, juste pour que vous voyiez leur visage, parce que ce sont eux qui ont bossé à l'organisation de cette journée. Pendant que moi j'étais au bloc opératoire, c'est eux qui travaillaient à téléphoner à droite à gauche, à réserver les billets de train, les restaurants, etc.
Et j'aurais bien aimé que la salle puisse les applaudir parce que c'est eux qui ont fait le job. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir aidé l'Académie, merci d'avoir aidé les US. Vous avez été formidables comme toujours. Bravo et merci beaucoup. Alors, juste deux, trois petits remerciements, si je peux encore, Albert Claude, avant les médailles. Je voudrais remercier la société Chrysalide. Je pense qu'ils sont encore là, puisque la vidéo, elle tourne. Ils ont fait un job super, et dans un délai qui a été très court. Merci d'être venus. Parce que nous avions choisi cette vieille salle de l'hôpital où tout était à construire, rien n'était prêt pour une transmission, mais on tenait à ce que ce soit ici pour l'histoire de la salle et l'histoire de l'Académie. Et je dirais juste quelques mots sur nos sponsors. Les hôpitaux universitaires, bien sûr, nous ont beaucoup aidés. L'Académie, bien entendu. La Société internationale de scénologie, mais on en reparlera tout à l'heure. L'Université de Strasbourg. Le groupe hospitalier Célestat Aubernais, c'est un hôpital formidable avec lequel on travaille. Monsieur Klein est dans la salle. Il nous aide depuis des années. Merci de votre présence et de votre soutien. La fondation de l'université, la fac de médecine, notre doyen était avec nous. L'ARS a tenu vraiment à soutenir ce projet, et financièrement, et par les encouragements. Le Crédit Mutuel Profession de Santé, toujours notre partenaire de l'Académie et partenaire des hôpitaux. Ils ont été avec nous. Femmes de foot, on en a parlé tout à l'heure. Le collège a largement soutenu cette journée. L'association CEF, ce sont des patientes, elles sont au fond de salle, elles nous ont aidés financièrement et à l'organisation. Et puis Strasbourg Eurométropole. Donc merci à nos sponsors. Merci. Parmi les collègues de l'Académie nationale de chirurgie qui ont participé activement à la mise en place de cette journée, à la fois ce matin ici pour la féminisation, tout à l'heure pour la chirurgie du futur avec le professeur Maresco, eh bien, je veux citer bien sûr notre secrétaire général, Hubert Joannet, qu'il faut absolument remercier, le vice-président de l'Académie nationale de chirurgie, Pascal Richman, le président de la fondation de l'Académie de chirurgie, Richard Villet, qui est présent et qui a participé. Mon prédécesseur, Philippe Marr, passe-présidente de l'Académie nationale de chirurgie. Et évidemment, tous les collègues qui sont là, nombreux, Jean-Pierre Rosenbaum, Philippe Cornu, je vais en oublier forcément. Et donc, merci à vous tous d'être là. Philippe Breil, que je vois là, mon collègue de longue date, Ronald Virag, je vais en oublier. Donc, et merci aux collègues internationaux qui sont là, invités par Carole Matelin. On va en parler peut-être quelques instants quand on va remettre des médailles, il me semble.